2 mois de compétition et c'est déjà l'heure de lâcher nos meilleures conclusions hâtives. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du 11HDF. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va se mouiller sur la saison du LOSC avec, comme d'habitude, Romain Péchon. Comment tu vas, Romain? Salut Enzo, ça va très bien et toi? Très très bien, très content de reprendre les vidéos. Ça fait quelques temps qu'on n'en a pas fait, Mmh. avec du coup Le les rythme conclusions de la hâtives. saison. C'est ça malheureusement, la saison, en plus, surtout du LOSC, avec ces matchs européens en milieu de semaine, nous prend pas mal de temps. Du coup, les conclusions hâtives, concept emprunté évidemment aux superbes médias basket, NBA, Trash Talk que vous connaissez sûrement. Le principe, il est simple, on prend en compte le début de saison pour présager de tout le reste de la saison. On va donc se mouiller, peut-être se louper, on reparlera de tout ça en fin de saison. Et dans les commentaires, d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à vous prêter au jeu, vous verrez, c'est pas forcément simple. Et on pourra aussi, pourquoi pas, ressortir tout ça d'ici la fin de saison. Et du coup, Romain, ta première conclusion hâtive pour cette saison du LOSC? Elle va faire débattre, c'est une certitude, puisque ma première conclusion hâtive, c'est le LOSC ne terminera pas dans le top 4 en Ligue 1. Pourquoi cette idée alors que le championnat ne fait que débuter, alors que le LOSC est dans le bon wagon? Je me dis déjà, on connaît la difficulté pour les clubs français à jouer sur 2 voire 3 tableaux en même temps. Il y aura la Coupe de France aussi à partir du mois de décembre pour le club nordiste. Et je me dis qu'on a déjà eu quelques prémices sur ce début de saison où le LOSC avait bien démarré en Ligue 1 et au moment où la Coupe d'Europe est arrivée, il y a eu ces 2 défaites consécutives contre Lens et Lyon avec des circonstances et des scénarios de match différents. On a beaucoup vanté la profondeur de l'effectif du LOSC il y a très peu de temps. Je me dis malgré tout qu'il y a quand même un ou deux secteurs de jeu qui me posent un petit peu question. La défense, on en avait parlé. On a vu que dès qu'Alexandro n'était plus là, le LOSC, défensivement, à mon goût, dégage beaucoup moins de garantie et de sérénité. Dans le cœur du jeu, on a vu l'importance d'un Benjamin André, quand bien même il y ait de la matière. Et tout ça me fait dire que si le LOSC, cette saison, va loin en Coupe d'Europe, il aura du mal à tenir la dragée haute en championnat, le rythme de certains clubs qui, eux, n'ont pas ce double calendrier exigeant ou qui ont une profondeur d'effectif peut-être un peu plus large que celle de Lille. Marseille, bien entendu, qui pour moi a quasiment un effectif doublé à tous les postes, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Lille, en tout cas qualitativement. Ça me laisse présager quelques doutes. Je pense qu'ils en seront pas loin à la fin, mais ma haute tech de ce début de saison, c'est que le LOSC ne sera pas dans le top 4 au moment de faire le bilan en mai prochain. Ouais, alors pour le coup, moi, sur la profondeur, je suis peut-être un petit peu plus rassuré que toi, parce que je trouve le groupe plus homogène, notamment que la saison passée. Mais c'est vrai que sur l'enchaînement, et on l'a vu par exemple face à Toulouse, où ça passe à très très peu, là on l'a vu, le LOSC a commencé ses enchaînements de semaines à 3 matchs, a déjà perdu beaucoup de points en Ligue 1, et c'est sur cette capacité justement à enchaîner, à, comment dire, pouvoir aussi ne pas s'en remettre à chaque fois ses remplaçants. Le LOSC est énormément sauvé par ses remplaçants sur le début de saison et je suis pas sûr que ça soit tenable sur toute une saison. Tu as parlé des limites défensives, même Bruno Genesio l'a aussi interrogé sur ce secteur défensif un petit peu moins efficient que la saison passée. Ça peut être problématique sur la durée, à voir si ça sera réglé. Il y aura aussi l'impact de la CAN. Alors on sait que la CAN est par rapport au calendrier de la Ligue 1 pas forcément le plus impactant, mais je pense notamment au secteur défensif, Chancel Bemba, Issa Mandi qui seront notamment à la CAN, au milieu aussi, je pense à Nabil Bentaleb, devant Hamza Egaman, potentiellement aussi Osame Sarawi. Ça va t'enlever pas mal d'armes à peu près dans tous les secteurs, donc ça aussi, ça sera à surveiller. Et encore et toujours, ce LOSC, c'est peut-être le doute principal que j'ai sur lui, même si le début de saison me paraît globalement positif, pas parfait mais positif, mais sa capacité à se défaire des blocs bas. Je ne suis pas forcément rassuré par le début de saison. On l'a vu à Toulouse où ça a été certes très dominateur, mais difficulté quand même à trouver le décalage, à se créer vraiment de très très grosses occasions, à se mettre en position de frappe. Et à voir sur la durée, à voir avec l'enchaînement des matchs. Je pense que le calendrier qui arrive après avoir affronté beaucoup de très grosses équipes, de très gros clients de cette Ligue 1, sera assez intéressant pour mesurer cette capacité du LOSC aussi à se défaire des blocs bas. Moi, ma conclusion hâtive, la première, rejoint un petit peu ce que tu disais, parce que tu parlais de Ligue 1 peut-être un petit peu pessimiste sur la Ligue 1. Moi, au contraire, je suis très optimiste par contre pour la Coupe d'Europe. Le LOSC va enfin atteindre un dernier carré de Coupe d'Europe. C'est jamais arrivé dans son histoire.
Le LOSC qui dispute évidemment cette saison la Ligue Europa, et je mise sur la capacité de Bruno Genesio à performer dans les grands rendez-vous. On l'a encore vu face à la Roma, face à une équipe qui sur le papier était favorite, était supérieure. Le LOSC a parfaitement géré ce rendez-vous, et autant on peut peut-être avoir des doutes sur le LOSC de Bruno Genesio dans le quotidien de la Ligue 1, dans la régularité, sur être performant chaque semaine face à n'importe quel type d'opposition. Autant en Coupe d'Europe, je suis beaucoup plus rassuré parce que cet ADN européen du LOSC, il a été encore nourri la saison passée. Je pense au Real, je pense à l'Atlético, je pense à la Juve, cette capacité à performer dans les grands rendez-vous européens. Même à Dortmund, même si le match retour est manqué, le match aller est très positif. On rappelle quand même que le LOSC est sur les 5 dernières années le meilleur club français derrière Paris sur la scène européenne. Ça montre aussi la capacité de ce club à performer sur le plan européen. Et puis cette saison en Ligue Europa, il n'y a aucun reversement depuis la Ligue des Champions. C'est quand même un vrai argument pour un prétendant à la victoire comme peut l'être le LOSC. Et puis il y a un plateau qui est assez faible, je trouve, parce que hormis Porto qui fait un excellent début de saison sous Francesco Farioli, les autres gros n'ont pas forcément de certitude. Je pense notamment à Aston Villa, à la Roma, que le LOSC a déjà croisé, a déjà battu, peut-être même à l'OL si on les met là-dedans. Ce manque de profondeur est très marquant du côté de Lyon, beaucoup moins du côté du LOSC. Et je pense que le LOSC va peut-être devoir au bout d'un moment, si son parcours européen s'étire, mettre la priorité soit sur la Ligue 1, soit sur la Coupe d'Europe. Et je pense que le LOSC a la possibilité, une vraie possibilité de mettre la priorité sur la Ligue Europa parce qu'il y a une vraie possibilité d'aller faire quelque chose, de vivre une vraie épopée, d'enfin franchir ce cap en Coupe d'Europe qui n'a jamais été atteint, à savoir le dernier carré d'une Coupe d'Europe, et voire même, pourquoi pas, d'aller au bout. J'en suis pas allé jusque-là, j'ai pas mis le LOSC vainqueur de la Ligue Europa, mais je vois une vraie épopée enfin pour le LOSC cette saison en Ligue Europa. Et c'est là où je pense que nos deux conclusions hâtives se rejoignent, sans faire exprès en plus, c'est promis. C'est que je vois aussi le LOSC cette année avoir plus l'ADN d'une équipe de coups et donc de coupe. Une équipe qui va être capable sur certains matchs contre les gros de se sublimer un petit peu, mais qui va peut-être manquer un petit peu de régularité en championnat, tu l'as dit tout à l'heure. C'est aussi un peu l'ADN des équipes de Bruno Genesio, qui, depuis qu'il est coach, a souvent fait, je pense à Lyon notamment, des gros coups en Coupe d'Europe, capable de faire des épopées dans les compétitions format coupe, et qui par contre en championnat, contre les blocs bas, tu l'as dit, dans la difficulté de l'hiver, peut lâcher quelques points par-ci par-là. On sait que la deuxième saison est celle aussi où ça peut commencer un petit peu à grincer des dents dans le mode de fonctionnement en interne avec Olivier Létang, l'omnipotent Olivier Létang. Par contre, je crois vraiment que cette Coupe d'Europe où le LOSC a quand même vécu des émotions fortes ces 2 dernières saisons, il y a eu l'élimination qui laisse encore des regrets en Conference League contre Aston Villa. On avait le sentiment qu'il y avait la place au retour pour aller plus loin et enfin atteindre ce dernier carré. L'an dernier en Ligue des Champions, où il y a ce top 8 merveilleux en phase régulière et ça coince contre Dortmund derrière en 8e. Alors que pareil, on a le sentiment que Lille a la capacité de faire quelque chose sur cette double confrontation. Je pense effectivement que c'est pour cette année aussi. Et comme on l'a vu par le passé avec un club comme Marseille, qui les années où Marseille va loin en Coupe d'Europe, que ce soit Europa League ou Conference League, ça peut coincer un petit peu en championnat. On peut lâcher des points. Lyon l'a vécu également par le passé, même si l'an dernier, finalement, Lyon arrivait peut-être aussi parce qu'ils se font éliminer en Europa League contre Manchester, arrive sur le sprint final, à aller chercher une place un peu plus haute au classement, mais au moment où ils ont le double parcours Europe-Championnat, on a le sentiment que ce sera peut-être un petit peu court de jouer sur les 2 tableaux. Donc par élimination, comme je vois également Lille aller loin cette année en Coupe d'Europe, pourquoi pas le dernier carré, pourquoi pas une finale? On sait que tout dépend aussi du tirage au sort et qu'à un moment donné, il faut que les planètes s'alignent. C'est ce qui me fait dire que cette émulation de la Coupe d'Europe va les faire lâcher des points au championnat et donc terminer en dehors du top 4. Ce qui fait que je trouve que les 2 premières conclusions hâtives se rejoignent parfaitement. Ouais, on est assez d'accord là-dessus. Justement, la prochaine, c'est une conclusion hâtive partagée. Ayoub Wadi sera convoqué en équipe de France avant la fin de saison, Romain. Oui, oui, parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font qu'Ayoub Boadi peut être convoqué. C'est un secteur de jeu en équipe de France, on voit là actuellement. On a souvent dit qu'il y avait abondance de biens ou l'embarras du choix. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a plutôt le choix de l'embarras en équipe de France dans le cœur du jeu. On sait que les Madrilènes, Chouameni, même si c'est un cadre, Camavinga, n'ont toujours pas atteint leur plein potentiel en équipe de France. On en est toujours à titulariser Adrien Rabiot. On sait que du Guendouzi revient régulièrement. On voit que Warren Zaïre-Emery
a été envoyé chez les espoirs sur ce rassemblement. On fait reculer Olysée dans les milieux de terrain, aussi parce qu'il joue numéro 10, mais contrairement à Griezmann, je l'imagine moins relayeur dans un milieu à 3. Ce qui fait que je me dis qu'il y a une place potentiellement pour Ayoub Boadi, qui est un jeune joueur à fort potentiel. Tous les ans, il y en a presque un qui arrive à intégrer l'équipe de France. Il y a eu Mbappé à une époque, il y a eu Kamavinga, il y a eu Warren Zaïre il n'y a pas si longtemps. À chaque compétition ou presque, on peut avoir ce jeune qui, de dernière minute, qui vient forcer le verrou et être en équipe de France. Et il y a l'autre élément qui me fait dire ça, c'est la menace du Maroc. C'est la possibilité pour Ayoub Boadi de représenter une autre sélection. On sait comment fonctionne la Fédération française de football, la volonté de ne pas perdre un talent. On sait qu'Ayoub Boadi hésite encore aujourd'hui potentiellement entre les deux sélections, même s'il est chez les espoirs. Mais je me dis qu'à un moment donné, si Ayoub Boadi continue à crever l'écran comme il le fait depuis quelques mois, sur un rassemblement peut-être de mars, sur peut-être le prochain rassemblement en novembre, s'il y a encore des blessés à tout va, mais peut-être plus pour le mois de mars, la possibilité de le voir appeler, possibilité peut-être aussi de la part de Didier Deschamps de se dire je vais le voir avec le groupe avant potentiellement la liste du mois de juin pour la Coupe du Monde. Et tout ça me fait dire que Ayoub Boadi a vraiment la tête du jeune qui va percer le plafond de verre de l'équipe de France dans les prochains mois. Ouais, et ben je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je vois bien Ayoub Boadi en bleu, sous réserve évidemment qu'il choisisse l'équipe de France plutôt que le Maroc. Le président de la fédération marocaine avait assuré il y a quelque temps que Ayoub Boadi serait un joueur du Maroc. Bon, de la part du joueur et de l'entourage du joueur, il n'y a pas eu de prise de position publique, d'affirmation comme quoi il allait représenter telle ou telle sélection. Donc c'est évidemment sous réserve de la volonté du joueur de représenter l'équipe de France. Mais je te rejoins, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un manque de profondeur et de qualité dans ce milieu français. Pour moi, tu en as parlé, mais aujourd'hui, il y a seulement 3 indiscutables. Quoi qu'il arrive, que si évidemment ils ne sont pas blessés, ils seront au mondial. C'est Aurélien Tchouaméni, qui a quand même pris, notamment sur le dernier rassemblement, pas mal d'ampleur en équipe de France. Manu Koné, qui pour moi est devenu le titulaire dans ce double pivot. Et puis Adrien Rabiot, qui, voilà, depuis quelques années, quoi qu'il arrive, est toujours sélectionné quand il est en forme et quand il a un club. Derrière, il manque un petit peu, je trouve, d'un quatrième, voire un cinquième milieu. Tu as parlé d'Eduardo Camavinga qui est en difficulté au Real, qui pour moi, si ça continue comme ça, n'est vraiment pas assuré de sa place au mondial. Warren Zaïre-Emery, c'est pareil du côté du PSG. Kefren Thuram fait un petit peu les allers-retours. Matteo Guendouzi, c'est pareil. Youssouf Fofana, c'est pareil. Boubacar Kamara, c'est pareil. Il y a énormément de joueurs qui ne sont pas installés, qui n'ont pas su soit saisir leur chance, soit qui n'ont pas encore eu vraiment leur chance. Et je pense qu'Ayoub Boadi peut justement profiter un petit peu tout ce marasme au milieu pour intégrer ce milieu français, surtout que les propos de Didier Deschamps par rapport à Corentin Tolisso C'est ce que j'allais sur le dire. fait que voilà, l'expérience c'est bien, mais aujourd'hui on mise essentiellement sur la jeunesse, sur un renouvellement d'effectifs, ça va parfaitement dans le sens d'Ayoub Boadi, tout juste 18 ans, qui est l'un des plus gros talents mondiaux, je pense, à son poste, sans même parler de talents français, de talents mondiaux à son poste, qui est déjà installé en espoir, qui a cette capacité à performer dans les grands rendez-vous. C'est très important pour Didier Deschamps. Alors oui, il n'a pas encore signé au PSG comme Lucas Chevalier, il n'est pas encore dans un club qui dispute la Ligue des Champions tous les ans, mais lui a déjà prouvé dans les grands rendez-vous, face au Real, face à la Roma il y a encore quelques jours, qu'il était déjà un très très gros milieu de terrain. Il a déjà des références un peu partout. Et puis surtout, même au-delà de ses références et de son âge, il y a aussi, je trouve, un profil technique qui peut manquer au milieu français. Il y a beaucoup de milieux soit récupérateurs, soit de percussion. Aurélien Tchouaméni est plus un milieu récupérateur. Adrien Rabiot et Manu Koné sont plus des milieux de percussion. Mais finalement, ce meneur de jeu reculé, ce milieu très très fort par la passe et qui en plus conserve un vrai volume de jeu défensif, il s'est beaucoup développé là-dessus, Ayoub Boadi, il manque. Et je pense que voilà, pour rajouter ne serait-ce qu'un autre profil, pour se différencier des Boubacar Kamara, des Matteo Guendouzi, etc. Je pense que Didier Deschamps, si évidemment Ayoub Boadi continue de performer de la sorte, pourrait miser sur le jeune Ayoub Boadi, si évidemment il choisit de représenter l'équipe de France. Non, mais je suis complètement en phase avec toi sur le profil parce que en plus de ça, il y a du volume. C'est un joueur capable de faire le boulot défensif que Didier Deschamps pourrait utiliser point de basse dans un milieu de terrain ou dans un double pivot également sans trop de soucis. Il y a du gabarit, même si c'est encore un jeune joueur et qui se muscle, ça se voit. En l'espace d'un an, on a vu également le volume qu'il avait pu prendre. Donc, on sait que toutes ces cases-là sont hyper importantes pour Didier Deschamps. Ayoub Boadi les coche de plus en plus.
Et il y a un autre aspect, comme on voit tous les deux, Lille allait loin en Coupe d'Europe cette saison, on sait l'importance donnée aux Coupes d'Europe également par Didier Deschamps. La Ligue 1, c'est bien, mais des joueurs qui performent à plus haut niveau en Coupe d'Europe, capables d'enchaîner les matchs tous les 3-4 jours, c'est quelque chose qui compte énormément pour lui. En plus de ça, il y a tout ce qu'on dit de bien sur lui au sein du groupe, le fait qu'à 18 ans, ce soit déjà un joueur capable de porter le brassard, qui s'exprime bien devant la presse, qui au sein du vestiaire fait l'unanimité, et dans la construction d'un groupe de 23 à 25, je ne sais pas la taille de la liste pour les États-Unis si la France se qualifie, mais avoir ce profil-là en 5e milieu de terrain, dans une optique aussi pour l'avenir, même si l'avenir, ce sera plus Didier Deschamps, qui n'aura peut-être pas envie de préparer non plus totalement le terrain pour son successeur. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir ce profil-là dans une liste finale. Bien entendu, s'il sort une saison pleine, mais si on se base sur ce qu'on voit là depuis le début de saison et tout le potentiel qu'on lui connaît, je pense que ça peut finir avec une présence d'Ayoub Boadi en équipe de France avant la fin de saison. Ouais, et tu le dis, dans la vie de groupe, il a cette intelligence sociale, cette maturité. On la découvre pas, évidemment, on le connaît pour, je pense, endosser parfaitement un rôle de remplaçant, même un joueur qui joue 0 minutes. Warren Zaïre-Emery l'avait fait, un autre très jeune milieu de terrain durant l'Euro. Je pense qu'Ayoub Boadi, ça le dérangerait pas du tout, à 18 ans, de déjà être à la Coupe du Monde, quitte à ne pas jouer, mais ne serait-ce que même dans la vie de groupe, pour commencer à l'intégrer en équipe de France sur une vision future. Je pense que Didier Deschamps peut aussi miser là-dessus. Conclusion suivante, c'est encore à toi, Romain. Un autre jeune, bon, lui, peut-être pas qu'on le verra en équipe de France d'ici la fin de saison, mais en revanche, tu le vois titulaire d'ici la fin de saison avec le LOSC. Oui, on va dire que c'est la vérité du moment, ou en tout cas, c'est un petit peu la hype du moment du côté du LOSC, c'est Ethan Mbappé, que je vois devenir titulaire, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, cette saison, en tout cas, du côté de Lille. Alors oui, bien entendu, il y a ces 2 dernières entrées en jeu avec ce but contre le PSG, son club formateur, celui contre Toulouse 3 semaines plus tôt, à chaque fois en sortant du banc. On pourrait se dire, c'est un super impact player, un joueur capable, quand il a 10-15 minutes, de tout de suite être dans le rythme, d'être décisif en sortie de banc. Mais je vois aussi qu'il y a une question sur l'animation de ce couloir droit du côté du LOSC. Un poste laissé vacant depuis 8 mois désormais, 9-10 mois, plus même par Eden Zegrova, qui était titulaire indiscutable il y a encore un an à ce poste-là avant de se blesser. Et on a eu des essais, on a eu Mathias Fernandez-Pardo qui a un peu joué là, on a eu Marius Brawl, qu'on a vu également en tout début de saison, qui a disparu de la circulation. On voit Félix Correa faire des piges. On a vu Ocon Hudson jouer à ce poste-là contre le PSG dans un 4-3-3 le week-end dernier. Et je me dis, en fait, personne ne se détache réellement. Moi, je préfère 1000 fois avoir Mathias Fernandez-Pardo de l'autre côté, à gauche. Donc pour moi, il faut le fixer là. Et il faut son pendant de l'autre côté. Et je me dis que dans le profil, celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est Ethan Mbappé. C'est pas forcément un ailier droit de formation, on le sait, il jouait plus bas du côté du PSG au centre de formation, plutôt en tant que numéro 8 dans le cœur du jeu. Mais depuis qu'il est arrivé à Lille, à chaque fois qu'on le voit sur ce côté droit, je trouve qu'il est hyper intéressant. Volume de jeu, des courses vers l'avant, il se déplace bien. Je le trouve plutôt adroit dès qu'il est dans la zone de vérité, que ce soit pour la passe ou la frappe. Et je me dis que ça pourrait être un complément idéal à terme de Thiago Santos. Ethan Mbappé serait un peu plus aspiré vers l'intérieur, rentrant dans le cœur du jeu, pouvant être une solution pour combiner avec un Ocon Hudson numéro 10 et laisser le couloir à Thiago Santos. Et en plus de ça, comme c'est un joueur qui au départ a un profil un peu plus défensif, avoir la certitude qu'il ferait également le boulot dans ce couloir droit et du coup compenser un petit peu le manque de travail qu'il peut avoir à l'opposé avec Mathias Fernandez-Pardo, qui lui est un vrai attaquant excentré, attaquant de couloir. Tout ça me fait dire que la candidature d'Ethan Mbappé titulaire au LOSC dans quelques semaines, dans quelques mois, si son corps le laisse tranquille, s'il arrive à enchaîner, n'est pas quelque chose de farfelu, loin de là. Ouais, et bah, je suis totalement d'accord. Celle-là aussi, je pense que j'aurais pu la donner parce que je suis vraiment d'accord avec toi. Et en fait, le meilleur ailier droit de cet effectif aujourd'hui, c'est Mathias Fernandez-Pardo, sauf qu'il est bien meilleur à gauche. Enfin, pas bien meilleur, mais en tout cas, il est beaucoup plus à l'aise et je pense que c'est là qu'il va se développer. Donc, logique de vouloir le fixer à gauche. Et en revanche, à droite, c'est un petit peu une relative pénurie parce qu'il y a personne qui est très à l'aise. Marius Braun, tu l'as dit, et
derrière, désormais, Ethan Mbappé dans la hiérarchie. Et Félix Correa, je le trouve bien plus à l'aise à gauche, dans sa capacité aussi à combiner avec Romain Perraud qu'à droite. On l'a vu, c'était beaucoup plus compliqué. Et surtout avec le retour de Thiago Santos, je trouve que Ethan Mbappé, un petit peu comme Marius Brawl, mais voilà, avoir un ailier intérieur qui repique est beaucoup plus complémentaire avec Thiago Santos qu'un Félix Correa qui aura beaucoup plus de mal à repiquer, à libérer le couloir droit pour Thiago Santos. Et je suis assez d'accord avec toi dans ce rôle d'ailier intérieur à droite. Je pense qu'Ethan Mbappé a les meilleurs arguments si on compte sur le fait que Mathias Fernandez Pardo sera installé à gauche. Donc je le vois bien devenir titulaire, moi aussi, au fil de la saison. On rappelle quand même qu'il avait été titularisé dès le mois d'août 2024 par Bruno Genesio face à Angers, si je me souviens bien, qui s'était blessé d'ailleurs, et c'était là un petit peu qu'avaient commencé ses pépins. Mais il y a déjà un peu plus d'un an, Bruno Genesio lui avait déjà fait confiance pour son 11. Il l'avait aussi fait face à Dortmund. Donc c'est pas un joueur qui n'est vu que comme un impact player. Quand il arrive à trouver de la continuité physique, on l'a vu à chaque fois qu'il pouvait s'imposer et pourquoi pas prétendre à des 11 de départ. Et je pense que ça va être le cas très prochainement, si évidemment son physique le laisse tranquille. Je vais enchaîner avec ma dernière conclusion hâtive, puisque ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, on en parlait un petit peu. Mathias Fernandez Pardo va s'approcher de la vente record du LOSC l'été prochain. Alors malheureusement, je sais que voilà, on n'a pas forcément envie que Mathias Fernandez Pardo quitte le LOSC. Je pense quand même que, au vu du modèle mis en place du côté du LOSC, ça sera sa dernière saison à Mathias Fernandez Pardo à Lille, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de qualité pour que le LOSC puisse résister à tous les prétendants qu'il y aura l'été prochain. Et je pense qu'on est sur un profil qui peut s'approcher de la vente record du LOSC. On le rappelle, 80 millions de Nicolas Pepe à Arsenal, parce qu'il y a plein d'arguments pour Mathias Fernandez Pardo. Déjà, la jeunesse, c'est très basique, mais aujourd'hui, les plus grosses ventes se font aussi à l'âge, et Mathias Fernandez Pardo, seulement à 20 ans, est évidemment parfaitement là-dedans. Il y a la solidité financière du LOSC par rapport à certaines années, notamment à Nicolas Pepe. Le LOSC a cette capacité aujourd'hui à faire monter les enchères. Lenny Euro a été vendu 62 millions, alors qu'il avait un petit peu moins, on va dire, de mois de compétition avec le LOSC en équipe première que Mathias Fernandez Pardo l'aura à la fin de la saison. Et s'il y a surtout un profil, je trouve, avec Mathias Fernandez Pardo qui est assez exceptionnel, notamment sur le plan athlétique, qui est excellent, qui sait tout faire dans les petits espaces, dans les grands espaces, qui a une vitesse assez phénoménale, qui est polyvalent, qui peut jouer à gauche, à droite, qui peut aussi jouer en position de numéro 9. Quand on voit le marché des neufs cet été, on peut se dire que les enchères peuvent aussi très vite monter l'été prochain. Il y a de la personnalité, de la prise d'initiative, ce qui est très recherché aussi dans les grands clubs. Il y a aussi une progression sur le plan statistique qui est déjà en cours et qui, je pense, va l'être au fil de la saison. On sent qu'il est de plus en plus responsabilisé là-dessus. Et aussi avec Bruno Genesio, au fil de la saison passée, une très grosse progression sur le plan technique. Autant il y a un an, je le trouvais assez unidimensionnel dans sa capacité à attaquer l'espace, mais finalement, face au bloc bas, assez embêté. Là, aujourd'hui, on voit que c'est un joueur capable de aussi pouvoir jouer face au bloc bas, capable de faire la différence. Il y a encore une grosse marge de progression dans la prise de décision sur les derniers mètres, et on n'exclut pas qu'il puisse déjà progresser là-dessus et encore, on va dire, augmenter sa valeur sur le marché. Et il y a aussi des références, évidemment, avec le LOSC, déjà sur le plan européen, sur des gros matchs. Je pense que c'est un profil globalement qui est extrêmement recherché sur le marché, qui a énormément d'arguments pour qu'il soit la prochaine grosse vente. Et peut-être pas qu'on aura un Mathias Fernandez Pardo vendu à 80 millions d'euros l'été prochain, mais je pense qu'au moins il peut s'approcher, voire viser le podium, qui est aujourd'hui Lenny Euro, si je ne me trompe pas, troisième, avec cette vente à 62 millions d'euros hors bonus du côté de United. Non, mais c'est totalement ça. Je trouve que on parle d'Ethan, on parlait d'Ethan juste avant, mais le vrai Mbappé de l'effectif du LOSC, c'est Mathias Fernandez Pardo. Il y a encore des progrès à faire dans les choix. Je trouve qu'il l'a prouvé lors du dernier match, notamment contre le PSG, où il démarre, il fait la différence, et à chaque fois, soit il y a la mauvaise réalisation dans la passe ou dans la frappe, soit il fait le mauvais choix en se précipitant, en tergiversant. Il y a encore tout petit peu de QI foot à aller chercher pour moi. Par contre, c'est clairement le profil moderne qui est recherché par tous les grands clubs. En plus, il y a encore de la progression, de la marge de progression. C'est encore jeune, tu l'as dit, il y a de la polyvalence. Ça peut jouer avec un point d'appui devant si on a une attaque à deux. Je
prends par exemple un club comme l'Inter, alors je dis pas qu'il ira là-bas, mais je l'imagine très bien jouer avec un autre attaquant qui peut être un attaquant un peu de pivot ou même avec un attaquant plus technique où lui pourra attaquer la profondeur. Ça peut jouer sur un côté dans un 4-3-3, ça peut jouer dans un 4-2-3-1, même si on l'a vu avec Lille, il y a besoin de faire un peu plus d'efforts défensifs, mais le potentiel est tellement immense que c'est certain pour moi avec Alexandro, c'est les deux joueurs qui sont ciblés pour une vente l'été prochain. En plus de ça, on a compris qu'il y a un petit peu de friture sur la ligne avec le LOSC, avec Genesio, avec Létang, pas forcément très content de sa situation, de son utilisation. Ça vient beaucoup de son entourage aussi, d'après ce qu'on a entendu, qui veut peut-être griller les étapes, en tout cas aller très vite avec lui, qui sait le potentiel du joueur et qui aimerait bien qu'il y ait une vente avec peut-être des grosses primes à la clé dans quelques mois. Donc tout semble réuni effectivement pour qu'il y ait une vente en fin de saison. Des gros clubs sont déjà venus au renseignement cet été. Lille avait fermé la porte. Ce ne sera pas le cas l'an prochain. Et on parlait, et c'est un peu le fil conducteur de notre émission, aussi de la Coupe d'Europe et de l'exposition que peut donner la Coupe d'Europe à ce genre de profil-là. Mathias Fernandez Pardo qui termine la saison en Europa League avec, je sais pas, 5 ou 6 buts à son actif, 4-5 passes décisives, un quart de finale référence contre un gros en étant l'un des acteurs principaux de la qualification de Lille. Et on sait que tout ça, c'est plus 10, plus 15 millions à la clé, même si c'est l'Europa League et que c'est pas la Ligue des Champions. Les gros clubs regardent ce qui se passe malgré tout en Coupe d'Europe. Et par le passé, on a vu des joueurs briller dans cette compétition-là, être vendus l'été suivant et ensuite être des acteurs de la Ligue des Champions la saison qui suit. Je suis totalement en phase avec toi sur le profil du joueur. On l'avait mis comme potentiellement l'attaquant, le meilleur buteur de la saison, le joueur qu'on voulait suivre, celui qui devait progresser. Et on voit tous les prémices, le frémissement de tout ça sur ce début de saison. Et aux supporters de Lille, profitez-en, parce que je pense que d'ici peu de temps, vous le verrez à la télé et non plus au stade. Ouais, malheureusement, on ne le souhaite pas, hein. J'ai dit ça pour aussi montrer la saison, je pense, assez exceptionnelle qui attend Mathias Fernandez Pardo, qui va aussi potentiellement devenir international. On sait qu'il est courtisé par la Belgique, par Quelle l'Italie, nation? par l'Espagne. Voilà, ouais, c'est ça le problème. On a d'ailleurs fait un papier dessus sur le site du 11 HDF, je vous renvoie là-bas. Mais il y a aussi cette cape internationale qui peut naturellement faire augmenter son prix. Et puis on le voit aussi, quand on lit entre les lignes de ce qui est dit par Bruno Genesio, par Benjamin André, c'est pas dit clairement, mais il y a une vraie prise de conscience aussi dans l'exigence au quotidien, dans l'application, l'attitude à l'entraînement, qui, on le voit, est en train de payer sur le terrain parce qu'on a une progression qui est assez exceptionnelle pour Mathias Fernandez Pardo. Et je pense pas qu'à 20 ans, vu la marge de progression qu'on a soulignée, que ce soit prêt de s'arrêter pour Mathias Fernandez Pardo, qui, tu l'as bien dit, je pense que ça va être l'attraction de la saison du côté du LOSC et potentiellement donc la très grosse vente de l'été prochain. Et ben voilà, Et une il en a petite. parlé, et juste pour compléter sur Mathias Fernandez Pardo, il en a parlé après Brann. Alors on peut en penser ce qu'on veut, c'est toujours des déclarations, mais l'impact que peut avoir aussi un Olivier Giroud dans sa saison C'est vrai. et dans sa progression, l'exemple que peut donner Olivier Giroud dans le professionnalisme au quotidien, un peu un rôle de mentor qu'il peut avoir pour Mathias Fernandez Pardo. Et on sait que quand on croise des joueurs comme ça, un peu des vétérans, la capacité à faire franchir un cap, à avoir une prise de conscience, et je pense que ça peut amener un déclic également chez lui cette saison et que dans quelques années, il dira peut-être en se confiant, voilà, l'impact d'avoir croisé Olivier Giroud, même quelques mois, une seule saison du côté de Lille, bah, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et du coup aller chercher mon plein potentiel, en tout cas prendre conscience de toutes mes qualités et de tout ce qu'il fallait mettre en œuvre au quotidien pour m'en rapprocher. Ouais, et maintenant qu'il sera fixé à son meilleur poste, selon Bruno Genesio, selon nous aussi, je pense, à gauche, je pense qu'il y a moyen aussi d'être encore plus valorisé, encore plus efficace, encore plus performant. Et ben, on a fait le tour de ces 5 conclusions hâtives. N'hésitez pas, je le répète, dans les commentaires à vous prêter au jeu, à nous donner vos conclusions hâtives, aussi à réagir à ce qu'on a dit, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment. On répond à vos commentaires, on est dans le débat, tant que ça reste dans la bienveillance, mais j'en doute pas. Merci à Sachant que toi, c'est un Romain. jeu, sachant que c'est un jeu qui est toujours compliqué, on C'est essaie ça, aussi ouais. d'aller, c'est l'objectif de la conclusion hâtive pour ceux qui connaissent Trash Talk, on va toujours pousser un tout petit peu plus loin, à prendre un élément, savoir que c'est un début de saison, que l'échantillon est faible et de tirer très loin sur la corde par moment, d'où lorsque pas top 4 de mon côté par exemple. Je dis pas que c'est une certitude, c'est en se basant sur le début de saison, comme les cas individuels qu'on a pu évoquer. Mais prêtez-vous au jeu et on retournera voir les commentaires en fin de saison. Et c'est assez marrant de voir les conclusions hâtives après une dizaine de matchs et ce qui se passe en fin de saison.
Tout à fait, je vous donne aussi rendez-vous sur le site pour continuer à suivre l'actualité du LOSC, le lien est dans la description, le 11 HDF, vous connaissez la maison. Merci à toi Romain, merci aussi à Merci vous sur Enzo. le chat. N'hésitez pas à liker, à commenter pour nous aider, ça nous soutient énormément, ça ne vous prend pas énormément de temps et c'est le petit pourboire gratuit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Salut à tous.